Bonjour à tous et bienvenue à ce second webinaire qui va cette fois-ci porter sur la communication pardon, interpersonnelle en période de confinement. Mon nom est Benoît Desgroseilliers, je suis le directeur principal du développement des talents au sein de la grappe des services financiers Finance Montréal. Alors, encore une fois, cette présentation n'est pas celle d'un expert. Je suis ni psychologue ni sociologue. Par contre, je suis un témoin intéressé par l'ensemble de ces sujets. Alors effectivement, la situation qui est la nôtre en ce moment évolue et puis on voit apparaître certains comportements qu'on croyait étrangers en fait à nos us et coutumes. Alors on parle de plus en plus de distanciation physique. Effectivement, on parle du fameux 2 mètres ou 6 pieds, mais on parle aussi de façon peut-être un peu induite de distanciation sociale, dans la mesure où, au-delà de la distance entre les gens, il y a une certaine distance disons, comportementale ou sociale qui s'installe aussi. On va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Il y a aussi le port de plus en plus fréquent et de plus en plus recommandé du masque. Et on va voir aussi que ça a un impact certain sur la communication interpersonnelle. On va comprendre, on va essayer de décortiquer un petit peu pourquoi. Puis finalement, on ne peut pas passer sous silence cette nouvelle réalité qui est la nôtre, c'est-à-dire les fameuses vidéoconférences, peu importe la plateforme, ça revient toujours au même principe, on est plusieurs à se regarder par écran interposé. Et puis là aussi, il y a beaucoup de défis, pas juste technologiques ou de bande passante Internet, mais aussi de défis de rapport humain derrière ça. On va essayer de comprendre aussi pourquoi. Alors tout ça, ça amène son lot d'effets. On sent beaucoup de solitude, une certaine fatigue physique, mentale aussi, les maux de tête, une certaine lassitude qui s'installe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à gérer pour nous, chacun d'entre nous, que ce soit des informations par rapport au milieu du travail ou beaucoup d'informations au niveau des médias sociaux par rapport à la pandémie, ses effets potentiels, bon, etc., etc. Beaucoup d'informations et beaucoup peut-être d'informations négatives et peut-être beaucoup d'informations qui est partielle, donc qui n'est pas complète. Et on va voir encore une fois ce qui en découle. Et tout ça, ça mène bien entendu à des tensions, des conflits parfois au travail ou à l'intérieur de nos chaumières, entre conjoints, membres de la même famille ou encore avec même des voisins qu'on voit presque pas. Mais on va essayer de décortiquer, là encore, ce qui se produit. Alors, à la base de la communication interpersonnelle, ben, il y a ce concept, il y a cette théorie qui est extrêmement simple à visualiser puis à schématiser. Vous avez un émetteur, vous avez un receveur, vous avez un message entre les deux et puis il y a du feedback. Donc, je pourrais arrêter la présentation là, puis on aurait tous et toutes compris ce qu'est la communication dans ses fondements les plus basiques. Par contre, au-delà de cette apparente simplicité, il y a une infinie complexité d'éléments qui font partie de la magie, parce que c'est vraiment de la magie de la communication lorsqu'on regarde l'ensemble des éléments qui la constituent. euh, c'est quand même assez incroyable qu'on réussisse à se comprendre. On va décortiquer plus particulièrement ce qu'est un message au niveau de l'écoute et des questions, toute la section, la partie feedback. On va encore une fois essayer de décomposer ça. On va parler des modes de communication, des profils sensoriels dominants. Ça, c'est très intéressant. Je vous proposerai aussi à la fin une approche euh, de communication, surtout dans les communications pas toujours, les conversations, pardon, pas toujours évidentes à avoir. Donc, le principe de la communication non violente qui a été élaboré il y a plusieurs décennies. Et finalement, quelques pièges à éviter. Alors, le message, c'est un ensemble de signes qui implique un codage et un décodage. Donc, en théorie, on a besoin d'un code commun. Par code commun, évidemment, on entend la langue. Si vous et moi, on parle français, bien, on a le code, on partage le code
pour coder et décoder ce qu'on dit. Mais ce n'est pas seulement la langue, il y a aussi la culture qui va venir soutenir le langage verbal. Donc, par exemple, pensons simplement à la façon dont communique une personne d'origine italienne par rapport à une personne d'origine japonaise. Tout le langage non verbal qui supporte le langage, ben, on peut avoir tout de suite une image de quelqu'un du côté de la personne d'origine italienne qui est plus expansive, qui va utiliser beaucoup les mains, beaucoup les expressions, et au contraire de la personne d'origine japonaise qui va être plus dans l'introversion, donc des gestes plus limités, des expressions faciales plus limitées. Donc, il y a la langue, il y a la culture qui vient supporter, il y a aussi des rapports hiérarchiques. On ne s'adresse pas nécessairement à notre patron ou encore à notre président d'entreprise de la même façon qu'on s'adresse à nos collègues. Donc, il y a un ensemble de comportements, disons, sociaux qui sont autour du code. Et il y a aussi des sous-langages, si je peux m'exprimer ici. Donc, par exemple, chaque métier a son jargon. Les médecins se parlent dans un jargon de médecin. Les gens en finance se parlent dans un jargon de finance qui va au-delà, qui complète en quelque sorte la langue initiale. Donc, tout ça fait en sorte que le code peut devenir assez complexe. Puis un message, c'est fait pour passer quel genre d'information? Eh bien, plusieurs types d'informations. Évidemment, du plus simple au plus complexe, on peut faire passer des faits. Donc, 1 plus 1 égale 2. Si on parle la même langue, c'est relativement facile à faire passer comme message et à comprendre. Des observations, par exemple, la voiture est rouge, encore une fois, relativement simple. Donc, c'est lorsqu'on va vers l'univers des opinions, des émotions, des demandes ou l'expression des désirs que les choses se complexifient parce qu'on parle d'éléments qui sont davantage abstraits ou subjectifs. Et si ce n'était qu'un de ces éléments-là qu'on tente de passer comme message à la fois, ça serait quand même assez simple. L'humain étant ce qu'il est, on aime les choses complexes et bien souvent, une conversation ou un message, ben, on essaie de faire passer des faits, des opinions, des émotions, des demandes. Donc, tout ça est intermélangé, interrelié et ça fait un ensemble assez complexe à décoder. Donc, notre communication n'est pas si simple. Puis juste pour compliquer les choses encore un petit peu plus, lorsqu'on exprime dans le message des demandes ou des désirs, euh, il est très difficile pour nous de dégager cette demande de notre ego. Donc, lorsque cette demande est refusée, eh bien, on a l'impression que c'est nous, notre ego, qui est refusé. Alors que ce qui est rejeté, ben, c'est la demande, puis non pas le demandeur. Donc, c'est un exercice à faire et à perfectionner et à comprendre. Donc, quand on passe des messages, on passe souvent plusieurs niveaux de messages, ce qui complexifie beaucoup les choses. Puis plus les choses sont près de nos émotions, de nos demandes, de nos désirs, pardon, plus il est difficile à ce moment-là d'interagir avec les autres parce qu'on va littéralement le prendre personnel. L'écoute maintenant, encore une fois, l'écoute, ça semble être de très simple. Là, on a juste à écouter. Point, c'est fini. Eh bien non. L'écoute est constituée de plusieurs éléments qui vont faciliter ou complexifier cet exercice. Donc, on doit d'abord être silencieux. Encore une fois, on semble toucher à l'évidence. Eh bien, en cette ère où il y a beaucoup de bruit, pas seulement au sens propre du terme, mais au sens figuré, bruit dans le sens d'un texto qui va rentrer en même temps qu'une communication par vidéoconférence, en même temps qu'un courriel qui va faire bing dans ma boîte courriel. Donc, il y a beaucoup d'éléments de déconcentration qui vont nuire au silence et qui vont nuire aussi, évidemment, à l'attention, à la concentration que je peux accorder à mon interlocuteur ou à mes interlocuteurs. Et tout ça va peut-être jouer positivement ou négativement sur ma capacité à avoir de l'empathie pour mon ou mes interlocuteurs. Donc, l'empathie, c'est cet outil formidable qui nous permet, nous, les humains, de se mettre dans les souliers de l'autre pour un peu vivre ou essayer de comprendre ce que la personne vit, là, surtout lorsqu'elle nous exprime des émotions ou des sentiments.
Puis un élément aussi important de l'écoute, qui est de rendre les choses implicites le plus explicite possible. Ça aussi, ça semble simple en apparence, mais ça demande un certain niveau de concentration et d'attention. On parle d'écoute active lorsque on essaie de faire la part des choses, donc de mettre en mots des émotions et des sentiments. On se souvient dans la page précédente, on a mentionné on peut faire passer différents niveaux de messages. Eh bien, c'est de décortiquer l'ensemble de ces messages-là, surtout au niveau émotif et des sentiments. Donc, c'est surtout utiliser l'écoute active en relation d'aide, ça demande une certaine dose d'entraînement pour éviter quelques pièges. Puis un des pièges qu'on doit éviter, c'est que nous, les humains, on écoute bien souvent pour répondre que pour comprendre. C'est peut-être dû ça au fait que dès notre plus jeune âge, on est récompensé pour donner des bonnes réponses. C'est le phénomène du jeu questionnaire ou du quiz. C'est-à-dire que lorsqu'on est bébé ou lorsqu'on grandit, lorsqu'on va à l'école primaire, par exemple, on est récompensé pour donner de bonnes réponses. Donc, on est en quelque sorte conditionné à écouter pour répondre, comme si la vie est un jeu questionnaire. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord chercher à comprendre. Et ça, c'est assez fondamental. Et je m'en voudrais de passer sous silence le fait que l'écoute est évidemment totalement influencée par notre capacité du moment, notre niveau d'énergie, notre niveau émotif. Donc, si on est fatigué, si on est en colère, donc peu importe l'émotion qu'on vit, ça va teinter notre capacité globale à écouter. Ça aussi, il faut en tenir compte, surtout par les temps qui courent, là, où on est tous un petit peu fatigués parfois. Questions et feedback, disons que c'est une partie très, très intéressante. Évidemment, on parlait à l'instant d'essayer de rendre plus explicites les choses qui sont implicites dans le message. Le questionnement, c'est un outil formidable justement pour faire ça. Donc, il y a différents niveaux de questions. Ça va de la question fermée à la question ouverte. Les questions fermées vont généralement commencer par est-ce que? Donc, est-ce que tu veux aller au restaurant ce midi? On pense par exemple à cette question ou fermée. Pourquoi? Parce que on peut y répondre par oui ou par non. Et jusqu'à la question ouverte qui pourrait être du style qu'en penses-tu? Donc, très, 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 très ouverte en termes de possibilités de réponse. Et entre les deux, évidemment, on a des questions semi-ouvertes ou encore directives. Les questions, il faut faire attention. Euh, une question, euh, une question peut, encore une fois, nous amener à chercher à comprendre notre interlocuteur, comprendre son message, son intention, ou encore peut être orientée uniquement vers notre curiosité. Donc, je peux poser beaucoup, beaucoup de questions à quelqu'un, et puis pour moi, peut-être que ça peut être un signe d'intérêt, alors que finalement, c'est simplement pour essayer d'assouvir ma curiosité bien plus que pour comprendre la personne. Donc, c'est un petit piège à éviter. Puis aussi, plus on pose des questions qui sont non ouvertes, donc on parle de questions fermées, directives ou semi-ouvertes. Donc, plus on pose ce genre de questions-là, euh, oui, ça peut être considéré comme un signe d'intérêt, mais ça peut aussi être considéré comme un manque de respect. On se rapproche à ce moment-là plus d'un interrogatoire policier que d'autre chose. Donc, encore une fois, il faut faire attention, favoriser le plus possible les questions ouvertes parce que ces questions-là élèvent la conversation, ouvrent la conversation et suscitent la réflexion. Alors, encore une fois, dans cette présentation, je vais faire appel à nos deux amis, Roger et Edith, qui se sont adaptés à la situation. Se sont chacun construit un petit masque facial. Alors, Roger est toujours à la maison depuis la dernière présentation, en télétravail avec ses enfants et ses animaux domestiques, continue à manger de la lasagne, mais il y a une certaine lassitude, puis on va essayer de comprendre pourquoi. Edith, quant à elle aussi, toujours à la maison, elle attend la prestation canadienne d'urgence, elle est sans emploi et elle a changé de danse. Maintenant, elle n'est plus au tango, elle est au cha-cha-cha, toujours par
canal de YouTube. Et finalement, elle a eu des nouvelles de sa grand-mère là, qui est en bonne santé, là. Donc, des bonnes nouvelles et des fois des moins bonnes nouvelles, une certaine lassitude qui s'est installée donc sur nos deux amis, nos deux avatars. Donc, oui, ils communiquent, chacun avec leurs collègues, leurs amis, leur famille, à distance, le plus clair du temps, par téléphone, mais aussi par toutes ces plateformes de vidéoconférence qu'on connaissait sans trop les utiliser et maintenant en dont on est rendu des experts. Et il y a néanmoins, je le disais à l'instant, une fatigue s'est installée. En fait, le journal français Le Figaro a écrit un papier intéressant qu'ils ont appelé la Zoom fatigue, donc la fatigue induite par les vidéoconférences, et il décortique un petit peu dans cet article quelques théories, en fait, quelques tentatives d'explication qui pourraient nous aider à comprendre pourquoi on est fatigué après quelques semaines de télétravail, de vidéoconférences intensives. L'une des raisons pourrait s'expliquer par le fait que dans nos modes de communication, la communication verbale représente une infime partie de l'ensemble de la communication. Donc, ces chiffres ne font pas consensus scientifique, mais sont davantage ici pour vous indiquer une idée de grandeur. Donc, la communication non verbale, ou pardon, la communication verbale ne représenterait que moins de 10 de la communication globale et la communication non verbale un peu plus de 90 C'est donc à dire que ce qui sort de notre bouche, donc nos mots, ne représentent que la pointe de l'iceberg en fait. Et à ce titre, on a 43 muscles au niveau du visage et ces muscles sont capables de produire plus de 3000 expressions qui sont porteuses de sens pour nous. Donc, ils font partie de la communication non verbale en appui à tout ce qui est verbal. Donc, lorsqu'on porte un masque et qui empêche de compléter le message, lorsqu'on regarde une vidéoconférence où chaque interlocuteur est en médaillon et qui essentiellement n'est pas invisible, mais où les expressions, micro-expressions faciales sont virtuellement impossibles à déchiffrer lorsqu'on voit à peu près pas le corps, les mains ou encore les mouvements des épaules. Et en plus, lorsqu'on se voit nous-mêmes en médaillon lors d'un appel conférence, ben, ça nous déconcentre. On est porté à se regarder et un peu comme si dans la vraie vie, dans une vraie salle de réunion, tout le monde avait son miroir et se regardait un petit peu tout en parlant aux autres. Donc, il y a un élément de déconcentration pour notre ego qui nuit justement à notre perception de tout ce qui est l'ensemble de la communication verbale et non verbale. Donc, il y a un élément de frustration pour notre cerveau. Je vais utiliser l'image d'un GPS. Vous savez, lorsqu'on programme un GPS pour atteindre notre destination, il y a une trajectoire qui nous est proposée. Lorsqu'on dévie pour une raison ou une autre de la trajectoire, le GPS va nous indiquer recalcul en cours. Donc, il cherche un plan B là, à la première option proposée. Mais c'est un peu comme si, en l'absence de compléments satisfaisants d'informations pour compléter le message verbal, notre cerveau est constamment en recalcul, constamment frustré et en manque et en recherche d'informations complémentaires. Donc, ça induit tout ça une fatigue, non seulement pas juste visuelle ou mal de tête, mais ça induit une fatigue parce que notre cerveau travaille très, très fort à valider l'information verbale qu'il reçoit. À ça, je vais ajouter aussi un univers qui est tout l'univers de la communication écrite ou numérique. Bon, évidemment, je mets de côté tout de suite la communication manuscrite. Là, on est moins là en ce moment. On est davantage dans le courriel, les textos, le clavardage. Il y a à chacun de ces outils-là des très, très bons côtés, mais il y a des côtés aussi qui vont brimer ou limiter fortement la communication interpersonnelle. Un courriel est excellent pour envoyer des faits, des observations ou des requêtes très précises, donc plus objectives. Beaucoup moins bon pour exprimer des désaccords ou exprimer des sentiments, des émotions. Un texto, lui, ben, c'est excellent pour partager des faits
sporadiques ou des anecdotes ou des blagues. Mais encore là, c'est pas un superbe support ou c'est pas un très bon support, malgré les émoticônes qu'on a ajoutés pour partager autre chose que des petits éléments de fait. Le clavardage, idem, en fait, donc c'est cet élément d'être live, donc en direct pour partager encore une fois, des choses relativement simples. La communication humaine euh, va s'en trouver nécessairement limitée par ces outils numériques-là, qui par ailleurs sont extraordinaires parce qu'ils nous permettent justement de garder le contact, de poursuivre tout ce qu'on fait dans nos organisations. Mais néanmoins, il faut juste prendre conscience que tous les outils qu'on a, aussi formidables soient-ils, ben, ils sont chacun, pour des raisons différentes, limités. Ce qui nous amène, pardon, à parler des profils sensoriels dominants. Bon, chacun de nous avons un sens qui domine les autres. Et c'est par ce sens-là qu'on va privilégier la captation des messages et notre lien avec l'environnement. Alors, si vous êtes comme Edith, qui est davantage auditive, ben, vous êtes concentré sur le son de ma voix depuis le début de cette présentation, sur le rythme et la tonalité. Si vous êtes comme Roger et vous avez le sens visuel qui est prédominant, ben vous regardez la police de caractère de la présentation, les couleurs qui ont changé, la mise en page qui vient de changer. Donc, vous, c'est ce que vous remarquez, le sens dominant, c'est les yeux. Et pour une minorité de personnes, on parle de moins de 10 à 15 des gens, ben vous, c'est les autres sens. Donc, le toucher, l'odorat, le goût, donc kinesthésiques, qui sont les sens autres que l'ouïe et la vue, qui sont dominants. Donc, ces gens-là, en ce moment, peut-être qu'ils ont les yeux fermés, peut-être qu'ils nous écoutent même plus, peut-être qu'ils sont en train de flatter leur chat. Donc, on a chacun notre profil sensoriel dominant et en temps normal, lorsqu'on a des contacts, disons, normaux, dans des environnements professionnels et personnels normaux, ben, on doit quand même interagir les uns avec les autres en sachant que certains vont préférer entendre, d'autres vont préférer voir, donc l'information non verbale complémentaire, et certains vont préférer être dans le mouvement, par exemple, ou dans la poignée de main, ou dans la tape sur l'épaule. Donc, il y a déjà une traduction les uns avec les autres qui se fait en temps normal, qui est encore plus exigeante en ce moment parce que justement, on est limité par la distance, on est limité par le fait qu'on se voit moins, qu'on a des masques au visage ou encore qu'on se voit en médaillon sur une plateforme de vidéoconférence. Donc, bref, il y a un élément de complexité en ce moment qui ajoute à cette fatigue et donc à cette frustration mentale-là. Lorsque on a des messages difficiles à passer, lorsque on est dans une situation de tension, de conflit, il est souvent facile de s'emporter, puis, et puis on cherche des outils, quelqu'un dit par exemple, on parle au jeu, ça va être plus facile. Bon, il y a différents trucs comme ça qu'on peut glaner à gauche et à droite. Par contre, il y a une approche qui a fait ses preuves, qui a été développée par un homme qui s'appelle Marshall Rosenberg il y a plusieurs décennies. Monsieur Rosenberg est un disciple de Carl Rogers, qui lui-même est un des pères fondateurs de la psychologie moderne, un Américain qui a développé tout le pan humaniste, toute l'approche humaniste là, en relation d'aide. Donc, Monsieur Rosenberg, c'est un de ses disciples et il est intervenu sur différents conflits. Puis quand on parle de conflits, on parle de conflits, par exemple, au Moyen-Orient. Il a travaillé, je crois, pour des agences de l'ONU. Donc, vraiment, à haut niveau des conflits, là, vraiment de calibre mondiaux. Et il a développé cette approche dite de communication non violente qui se résume, puis j'en suis pas un expert, j'en suis un adepte, mais pas un expert, qui se résume par l'acronyme OSBD. Donc, on va se concentrer d'abord sur l'observation, on va partager, on va exprimer le sentiment, le besoin, et finalement, on va exprimer ou faire une demande. Donc, lorsqu'on décortique une, une rencontre ou une conversation où il y a des tensions, où il y a des enjeux, des conflits, bien, cette approche nous permet d'éviter une surenchère de tensions.
Roger et Edith, chacun dans leur sphère respective, ont une telle conversation à avoir. Roger, lui, c'est dans le cadre de son travail. Edith, c'est dans le cadre d'un exercice de bénévolat où elle est impliquée. Et les deux ont à peu près le même problème avec un collègue, c'est-à-dire que le collègue en question ne s'est pas présenté aux dernières rencontres et il n'a pas livré le matériel, le projet ou le papier, peu importe, qu'il devait livrer. Et puis donc, ils doivent avoir cette rencontre un peu difficile avec cette personne-là, chacun de leur côté, pour lui dire essentiellement, ben écoute, tu m'as laissé tomber, puis je compte sur toi. Donc, Roger, on va commencer par lui. Il va à l'instinct. Il n'y a pas nécessairement de formation. Il ne connaissait pas la communication non violente. Donc, il va y aller tout simplement en disant ben, à son collègue, ben, tu évites toutes les réunions de projet qu'on avait fixées. Je sens bien que tu préfères me laisser tout gérer tout seul, mais c'est notre responsabilité, ce projet. J'ai besoin que tu fasses ta part de travail. Et finalement, il va lui dire, ben, alors pense un peu à moi et implique-toi dans ce projet. Donc, cette façon de communiquer son insatisfaction puis sa demande n'est pas nécessairement mauvaise. C'est pas quelque chose qui va nécessairement résulter en escalade, peut-être, là, mais pas, c'est pas nécessairement agressif. C'est quelque chose qui nous est tous arrivé. C'est une façon de communiquer qui n'est pas nécessairement euh, juste mauvaise. C'est relativement spontané. Mais si on y va un petit peu plus loin, puis justement, on met un peu plus d'éléments de la communication non violente, ce qu'Edith va faire pour nous, regardez ce que ça pourrait donner. Alors, on va commencer par une observation et non un jugement. Donc, nous avons un projet commun à rendre dans 3 semaines. Nous avons choisi ensemble les dates de réunion de travail et sur les 3 dernières, j'ai travaillé seul. Donc, on est vraiment dans le factuel, dans l'objectif. Partager son sentiment, je suis sous pression, son besoin, car j'ai besoin d'avoir confiance dans les engagements pris par chacun. Donc, on n'est pas dans la stratégie, on est vraiment dans l'expression du besoin. Et finalement, sa demande. Donc, je te propose de refaire un tour des agendas pour que je sois rassuré sur le reste du projet. Donc, vous avez là un exemple de communication non violente pour un problème similaire avec un collègue, ce qui nous arrive régulièrement. Euh, c'est une démonstration très simple, néanmoins relativement efficace, justement parce que face à ce genre de communication-là, ben, on n'est pas dans l'attaque réciproque, on est davantage dans une communication qui se veut le plus objective possible. Finalement, je vous invite quelques pistes de réflexion ou quelques pièges à éviter. On l'a dit un peu depuis le début, tout ce qui est vidéoconférence, c'est merveilleux, hein, on ne s'en passerait pas, mais soyez conscient que ça va avec son lot de fatigue, fatigue visuelle, mais aussi fatigue mentale. Donc, je vous invite peut-être à considérer le téléphone, le courriel et l'ensemble des éléments de communication, sachant que aucun n'est parfait, mais ne pas sombrer dans le 9 à 5 par vidéoconférence. Ça risque d'être difficile pour vous. Euh, on vient de voir un exemple de communication avec la technique de communication non violente. Euh, il y a beaucoup dans notre quotidien d'expressions dites intriquées. Une expression intriquée, c'est lorsqu'on veut passer quelque chose qui n'est peut-être pas facile à dire, puis on veut le présenter d'une façon politiquement correcte. Donc, on s'est développé avec le temps différentes façons de faire. Si, par exemple, je veux dire à des amis qui ne m'ont pas invité à un souper et je réalise que je suis le seul de mon groupe d'amis à ne pas être invité, je peux leur dire, ben, je me sens trahi. Alors, je me sens trahi. On peut penser parce que je parle au jeu que j'accuse personne. Alors qu'au contraire, ce que ça veut dire, c'est vous m'avez trahi. Donc, ces expressions intriquées, c'est des expressions qui sont déguisées derrière un faux semblant de respectabilité de communication. Donc, faites attention à ça. Exprimez-vous avec vos émotions. Si vous ne trouvez pas les mots justes, revenez à la base des émotions. Il y en a relativement peu d'émotions, donc revenez à la base. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Des fois, c'est pas évident toujours de mettre le doigt sur le sentiment, cet amalgame complexe d'émotions. Donc, revenez aux émotions de base que vous vivez. Ça va être plus facile à exprimer, ça va être plus facile aussi à comprendre pour votre ou vos interlocuteurs. Bon, écouter implique de l'attention et puis le pire ennemi de l'écoute et de l'attention en ce moment, c'est le multitasking. On est tous sollicités avec notre téléphone cellulaire, nos applications, les vidéoconférences, les courriels, le clavardage. On est à la maison, donc il y a des distractions au niveau de la radio, de la télé, de nos proches, de nos enfants, si on a des enfants. Bref, le multitasking, c'est l'ennemi numéro un de l'écoute en ce moment. Vous savez, une réunion où on est concentré, où tout le monde est concentré, à l'écoute, attentif aux autres, une réunion de 15 minutes peut aboutir à des résultats très intéressants. Une réunion d'1 h 30 où personne ne s'écoute, où tout le monde clavarde, où tout le monde texte, où tout le monde est déconcentré, ben, ça peut aboutir à absolument rien. Donc, surtout en ce moment, privilégions de grâce la qualité à la quantité et évitons le plus possible le multitasking. Je ne dis pas de ne pas envoyer un fichier dans une conversation qui est un fichier pertinent là, qui va ajouter, ça va de soi, mais évitons de répondre à des textos en même temps qu'on parle entre guillemets avec quelqu'un. C'est une question de politesse, mais c'est aussi une question d'efficacité globalement. Donc, soyons conscients de ça. N'ayez jamais peur de valider votre compréhension. On l'a vu, il y a beaucoup d'informations latentes, il y a beaucoup d'informations implicites dans une conversation. Le plus possible, essayer d'expliciter. Il y a beaucoup d'expressions, surtout au Québec, où on va dire, par exemple, ah, ça m'intéresse ou je comprends pas ça. Bien, spécifiez ce qu'est le ça. Qu'est-ce qui ne t'intéresse pas exactement? Qu'est-ce qui t'intéresse exactement? Qu'est-ce que tu comprends ou ne comprends pas? C'est quoi le ça dans la fameuse expression je ne comprends pas ça? Donc, essayons de faire vraiment ressortir les éléments de compréhension. La communication générale va s'en sortir grandie. Puis finalement, ben, choisissons pardon, le bon moment et le bon outil pour ce qu'on doit exprimer. Un téléphone parfois de 5 minutes peut nous permettre de s'éviter une chaîne de courriels interminable. Donc, il y a des éléments humains qui sont plus faciles à passer à travers un téléphone ou une vidéoconférence. Lorsqu'on parle de faits, ben, un courriel, c'est peut-être mieux ou un texto. Donc, choisissons, oui, notre moment et notre outil. Finalement, ben, je vous laisse sur cette citation que je trouvais quand même assez intéressante et en même temps très touchante. Elle nous vient de l'auteur de science-fiction et scientifique Arthur C. Clarke, qui nous rappelait justement que la distance rend toute chose infiniment plus précieuse. Lui, il parlait de cette distance par rapport aux voyages, par exemple, intersidéraux que d'éventuels humains allaient faire pour conquérir l'espace. Ben, en ce moment, on est tous sur la même planète, on est tous à plus ou moins 2 mètres les uns les autres, mais il y a quand même une distance entre nous. Et donc, chaque élément de communication est très, très précieux. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon confinement. Ça fut un plaisir. Merci pour votre temps. Bonne journée.